Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo sur le Axio Neon N2Q. Alors le Neon N2Q, qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle génération. Le Q veut sûrement dire que c'est la version QHD. Il y aura peut-être une version HD, je suppose en tout cas que ça doit être ça l'idée. Donc le Neon N2Q, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la nouvelle génération des téléphones Axio série Neon, donc que j'avais montré le premier avec le Neon N1 qui était pas terrible en fin de compte. Le système d'exploitation n'était pas très, comment dire, il manquait un petit peu de peaufinage, disons. Il y avait encore du boulot dessus, il y a encore beaucoup de boulot dessus. Mais ça s'améliorera peut-être avec le temps, et ça, ce sera l'occasion de faire une autre vidéo. Malgré tout, le truc, c'est que le Neon N2Q, je l'ai eu avec Android 4.4 classique. Donc, logiquement, il n'y a pas de problème de système d'exploitation là-dessus. Le deuxième problème avec le Neon N1, c'était l'autonomie, qui était vraiment très juste. 2 heures en jeu, 3 heures en tout ce que vous voulez d'autre, et c'était vraiment trop peu. Celui-là, il a un processeur qui consomme moins, mais qui est malgré tout plus puissant. Il a aussi une batterie qui contient un peu plus, et il a un écran QHD au lieu d'avoir un écran HD. Le tout mis ensemble, logiquement, ça doit faire des chocs à pic, et ça doit faire surtout une meilleure autonomie. Parce que les chocs à pic, franchement, c'est pas ce qu'on a envie de manger sur ton téléphone, sauf s'il est étanche. Donc, qu'est-ce que je raconte comme connerie, moi encore? Donc, le Neon N2Q, donc on va l'ouvrir, et là nous avons un papier bulle, etc. Bon, c'est bien. Tiens, par contre, je me disais bien que la boîte était plus petite. Par contre, le téléphone n'est pas plus petit. Vous voyez la boîte là, c'est un rectangle un petit peu moins large, un peu moins gros, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi et comment ils ont fait pour diminuer le truc? Parce que pourtant le téléphone est de la même taille. C'est parce qu'il n'y a plus le contour de mousse qu'il y a à l'intérieur. À la place, ils ont mis une traditionnelle enveloppe à bulles, ce qui fait très certainement encore mieux son travail, étant donné que le problème, c'est que avec cette espèce de truc de mousse tout autour, eh bien, on a beaucoup de difficultés à mettre quelque chose qui protège sur ce côté-là du carton, et en mettant tout simplement une enveloppe à bulles, au moins, ça protège l'intégralité du contour. Donc, ce téléphone est sympathiquement joli, on va enlever le protège-écran. Le protège-écran, cette fois-ci, n'a pas été martyrisé par nos amis de chez DHL, étant donné que cette fois-ci, ça vient pas par DHL. Donc hop, j'enlève ça, je sais pas pourquoi, mais l'écran fait partie sûrement de ce type d'écran qui est tellement lisse que le protège-écran, qui est en dessous du truc qui protège le protège-écran, on va dire, eh bien, a voulu partir avec. Alors du coup, ouais, non, c'est peut-être qu'il a été légèrement décentré. Là, je vois que ça fait une bulle continuelle sur le côté, ça doit vouloir dire qu'il est en train d'appuyer sur le truc. Bon, pour une fois, le protège-écran n'est pas si bien mis que ça. Bon, mais sauf, c'est pas grave du tout, ça. Enfin, en tout cas, même si, voilà, quoi, il est quand même relativement mieux mis que d'habitude, étant donné que, habituellement, le problème avec les protège-écrans, c'est qu'il y a des bulles prisonnières en dessous, enfin, des bulles, il y a des poussières prisonnières en dessous, là, il n'y a pas de poussière, c'est juste ça a été légèrement décalé. Donc, vous le voyez peut-être avec cette boîte, mais elle a reçu un énorme choc sur le devant, donc je vais pouvoir vous illustrer ça, même si ça n'a rien à voir avec la vidéo. Ici, vous voyez peut-être, ça se voit vraiment difficilement aujourd'hui, mais il a été énormément appuyé sur le dessus. Si ça passe par la poste traditionnelle, parce que cette fois-ci c'est venu comme ça, eh bien, il y a juste les coins qui peuvent être un tout petit peu appuyés, mais là, aucun problème. D'ailleurs, la boîte est beaucoup mieux que l'ancienne, elle a un toucher assez sympathique, et elle est plus compacte. Donc ça, bon, c'est pas forcément très utile qu'elle soit plus compacte, mais pourquoi pas. Alors, un petit papier, un truc qui est, ouais, encore une fois, ce truc, le flip cover, se clipse directement à la place de la plaque arrière habituelle du téléphone, donc ça c'est une bonne chose. Est-ce que c'est un smart cover? J'en sais rien, et j'ai pas l'impression. Tiens d'ailleurs, visiblement, pour faire passer le haut-parleur, il faut oblitérer le trou soi-même, c'est assez amusant, même si ça pose aucun problème. Ici, nous avons une sorte de protège machin chose si on n'aime pas le flip cover, même si ce truc-là n'a pas l'air d'être très efficace. Un adaptateur secteur qui cette fois-ci est aux normes européennes et non pas seulement aux normes américaines, donc ça c'est plutôt bien vu. Un kit main libre avec des oreillettes intra-auriculaires, ici nous avons un petit manuel qui est vraiment succinct et sûrement très inutile, si on connaît Android en tout cas, et là nous avons un câble qui est d'un diamètre très honnête. Le kit main libre a un vrai micro incorporé, donc ça déjà c'est un plus, même si ça veut pas forcément dire qu'il est bon. Le chargeur est un chargeur 1 ampère qui pèse un poids relativement honnête, donc c'est peut-être réellement un ampère, et en plus de ça c'est peut-être un truc d'une qualité relativement honnête. Donc regardons le design du téléphone. Le contour est assez frais, je sais pas si c'est du métal, mais si c'est du métal c'est une bonne chose, et c'est du métal qui est intégré d'une telle façon
que bah c'est pas, vous savez, la méthode habituelle où on met du plastique et puis on colle du métal par-dessus juste pour faire genre. Là, ça a l'air d'être vraiment un contour en métal. Bon, pourquoi pas. Si c'est du métal en tout cas, ou alors c'est du plastique métallisé. Peu importe les deux méthodes, c'est pas une mauvaise chose. Ça donne un toucher agréable et puis l'arrière est lisse et tout ça. C'est pas du plastique qui sera désagréable en main. Donc ça c'est bien. L'appareil photo a l'air d'avoir un diamètre, on va dire de voilà, vous allez peut-être le voir. Donc voilà, comme vous le voyez, j'ai encore mis une saleté d'empreintes dessus, mais voilà, c'est pas une tête d'épingle, c'est tête d'épingle plus 1, donc c'est déjà pas mal. La batterie est une batterie ultra longue. Oh, alors ça c'est étonnant ça, j'avais jamais vu ça. En fait c'est du recyclage de batterie compatible iPhone ou quoi, c'est étonnant comme truc. Attends, je vais poser quelques trucs pour me faire une petite table. Donc là j'ai un scotch à enlever, comme d'habitude pour éviter que la batterie se décharge pendant le transport. Sauf que le problème c'est que on manque d'arracher le comment dire, le papier qui a été mis sur la batterie pour l'identifier et tout ça. Bon, c'est pas non plus si grave que ça, mais parce que bon, ce papier sert à rien, mais bon, pourquoi pas. Il y a marqué, oui, que c'est une lithium-ion classique. Non, c'est une lithium polymère, lithium-ion polymère. Ah, oh là, faut se décider. Donc ensuite 2100 mAh, ok, pourquoi pas. Et la charge limite est à 4,35 au lieu d'être à 4,2, c'est étonnant. Et là 3,8 au lieu d'être 3,7. Je sais pas si c'est un truc qui permettrait de prouver que c'est une lithium polymère. Donc j'adore le Made in China bien brillant qui est marqué là. Je sais pas pourquoi ça a été mis comme ça. En plus c'est collé, donc ça peut se décoller. Donc c'est assez bizarre de voir ça. Alors le truc s'appelle quoi? Néon N2Q, c'est marqué là. Oui, je croyais qu'il y aurait quelque chose là, mais non. Donc bon, il n'est pas compatible avec le WCDMA 900, hein, comme pratiquement tous les téléphones d'import chinois. Comme je le dis fréquemment, ça n'est pas grave si on n'habite pas à la campagne ou si on n'a pas forcément une grande, comment dire, un grand intérêt à utiliser la 3G tout simplement. Donc on va l'allumer, alors ça nous marque KitKat dessus, puis Axio, ok, bon c'est bien. Ensuite on l'attend, et on attend. C'est pas très animé le démarrage, mais c'est pas grave, je préfère un truc sobre et sans musique qu'un truc bizarre. Ah ouais, pour être sobre, c'est sobre, hein. Voilà, ça part directement là-dessus. Donc maintenant, tac, ça se débloque. Est-ce que l'écran tactile... Ah, c'est Android 4.4, donc il y a qu'un seul écran sur l'écran d'accueil. Il va falloir aller là pour pouvoir faire défiler quelques trucs. Ok, donc parfait. Bon, bah ça a l'air de fonctionner bien déjà. Hop. Parfait, pas de problème à propos de l'écran tactile. A priori, jusque-là, bien entendu, là c'est vraiment très rapide. C'est la première impression. Donc la luminosité est pas mise en automatique par défaut, étonnant. Au niveau voilà, bon, on a tous les paramètres habituels qu'il y a dans les quick settings d'Android. Donc par contre, là il y a un truc marrant, c'est Economical Backlight. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça a pas l'air de changer quoi que ce soit quand je le coche et que je le décoche. En tout cas immédiatement. Je vais le remettre en automatique. Donc on va le mettre en français. Alors ah tiens, il y a les weight gestures, c'est bien vu, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut les paramétrer par... ouais, on peut mettre l'application qu'on a envie de mettre sur les weight gestures manuellement. Donc ça c'est bien, ok, absolument aucun souci. Bon ben il y a le clavier Android classique, parfait. En plus de ça, je suppose qu'on a toutes les langues, pas de problème. Bon bah jusque là, la première impression est parfaite. C'est un téléphone Android totalement, comment on appelle ça, stock quoi. C'est-à-dire en gros, il n'y a pas du tout de modifications bizarres dans Android qui ont été faites. Donc ça c'est excellent. Alors donc ce qui est bien avec la gamme de ces Axio, visiblement, c'est qu'on a le choix entre Neonado qui est extrêmement modifié et pour l'instant extrêmement buggé, et Android classique qui est sûrement, enfin on verra s'il est buggé ou pas, et qui a priori jusque là a l'air d'être juste pur quoi, absolument aucune surcouche, aucun logiciel bizarre préinstallé ou ce genre de truc. Ça c'est absolument génial. Bon bah je vous retrouve après l'avoir testé en profondeur et puis je reviens vers vous pour vous dire ce qu'il en est.
Et me revoilà 2 semaines après avoir commencé le test de ce téléphone. Alors j'ai pas mal de trucs à vous dire à propos de ce téléphone, parce que c'est sûrement le meilleur rapport qualité-prix, performance-prix que j'ai pu voir depuis toujours en fait. C'est incroyable, en dessous de 100 € ce téléphone, c'est juste une super affaire. C'est juste incroyablement, superbement incroyable à quel point ils ont réussi à mettre 2 tonnes de choses géniales dans ce téléphone. Notamment par exemple l'écran tactile est excellent. Le design, j'adore le design franchement, avec cette espèce de noir avec reflet bleuté, vous voyez un petit peu le truc, c'est vraiment, enfin moi j'adore. Et sincèrement il est léger tout en étant massif quoi, c'est pas le genre de téléphone où on a l'impression qu'on va l'écraser d'une main en appuyant dessus. J'ai appuyé sur le bouton power, tiens. Donc voilà quoi, c'est vraiment un excellent téléphone. L'écran a une qualité phénoménale quoi, c'est juste voilà, bon c'est vraiment un très bon écran QHD. C'est pas un écran QHD on va dire de mauvaise qualité comme certains où on voit trop la délimitation entre les pixels. Là non, c'est vraiment pas mal. Et une chose est sûre, hein, c'est toujours du QHD, c'est pas du HD, on voit les pixels, etc. Alors si vous vous demandez ce que c'est que ce petit truc qui clignote, c'est parce qu'il y a cette fonction débile là qui marche jamais, qui a été intégrée dans ce truc là, comme il y avait sur le Ligoo Lead 1 et Lead 2. Alors je sais pas, c'est peut-être une nouvelle mode chez... Enfin, pour les téléphones chinois, ils sont tous en train de se mettre à utiliser ce genre de truc, je sais pas. Enfin, c'est assez bizarre, mais ce truc-là a l'air d'être en train de se répandre sur tous les téléphones. Faut dire que c'est pas très cher à implanter, vu que c'est juste une LED infrarouge en façade. Enfin bon, voilà, c'est bizarre, je sais pas pourquoi il y a ça. En tout cas, ce téléphone est vraiment excellent. L'appareil photo est très bon pour le prix, hein. Franchement, l'appareil photo permet de prendre des photos de près comme de loin. Il y a un autofocus, il y a tout ce qu'il faut. Le flash est tout à fait correct, hein. Il arrive à prendre vraiment des photos avec flash, où on a l'impression qu'il y avait un flash, et non pas une photo avec flash où on a l'impression qu'il y avait quelqu'un avec une veilleuse qui s'amusait à éclairer de loin. Non, franchement, c'est vraiment bien à ce niveau-là. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans des conditions de vidéo extrêmement mauvaises. La luminosité, il y a rien, quoi. On est pratiquement dans la nuit, hein. Il y a un petit peu de lumière, vous savez, on est en plein hiver, hein. C'est ce genre de moment où il n'y a absolument rien pour nous éclairer, et comme vous le voyez, on arrive à me voir, hein. C'est quand même assez marrant. Et puis là, c'est la caméra de devant, hein, pour information. Et imaginez, celle de derrière est un petit peu meilleure, enfin un petit peu meilleure en condition de basse luminosité, parce que en condition de luminosité normale, elle est quand même bien meilleure. Alors ça éblouit, mais là je suis en train de faire une vidéo de moi-même avec la caméra de derrière avec le flash. Alors il a pas mal servi, hein, c'est pour ça qu'il est un peu cradeux, ça veut rien dire, un peu crado je voulais dire, et bon c'est pas non plus un mot très français ça non plus, mais bon vous voyez quand même que c'est un téléphone que j'ai pris un grand plaisir à tester. Ah, franchement je peux l'utiliser à vie ce téléphone là, ça me dérangerait pas du tout. Alors le plus gros défaut, et peut-être même le seul vrai défaut qu'il y avait dans le Neon N1 de Axio, donc, c'était tout simplement l'autonomie qui était ridicule, quoi. Tout simplement, moi je pouvais pas utiliser un truc comme ça, c'était trop peu pour moi. Et bien là, l'autonomie est passée à plus de 6 heures en téléphone, à plus de 4 heures en jeu, plus de 5 heures en fonctionnement normal, web, etc. À peu près 6 heures en vidéo. Enfin bon, en gros, l'autonomie est bien meilleure. Et pour ce qui est de l'autonomie en veille, c'est plus de 100 heures en veille. Et même avec mes 5 comptes email qui tournent en arrière-plan, qui relèvent toutes les 10 minutes, ainsi que Facebook, Twitter, Google+, enfin bon, bref, en gros, j'ai bien chargé le truc pour que... Enfin, chargé, je veux dire, dans le sens d'en mettre plein, quoi, de trucs qui tournent en arrière-plan dans le téléphone. Et l'autonomie en veille est vraiment très bonne. Sincèrement, j'ai pas besoin de le recharger tous les jours. J'ai même réussi à faire 4 jours sans avoir besoin de le charger, ce qui est plus ou moins une première d'ailleurs, hein. C'est même une première, je crois. Donc en gros, le Mediatek MTK 6592M associé à Android 4.4, ça fait vraiment du très bon boulot pour l'autonomie en veille, hein. D'ailleurs, en parlant de ça, le 6592M dans ce téléphone est vraiment très bien employé, dans le sens où, sincèrement, les performances du CPU et du GPU sont utilisées comme il faut. D'ailleurs, tiens, la luminosité au minimum. Parce que ça, c'est aussi un truc que je dois vous dire à propos de la luminosité. Quand vous mettez en mode luminosité automatique, la luminosité est toujours un tout petit cran en dessous de votre minimum confortable, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est peut-être un petit défaut qu'on peut voir là-dedans. Un deuxième petit défaut, vu qu'on est dans les petits défauts, tiens. On va aller dans paramètres, applications, et donc l'un des trucs, c'est que la façon que ça a été coupé pour les différentes partitions dans le téléphone, c'est que nous avons que un petit peu plus de 1 Go pour le stockage des applications.
Du coup, vous allez devoir jouer du déplacement vers la carte SD si vous avez envie d'installer beaucoup de trucs. Bon, c'est pas vraiment un gros problème, mais c'est vrai qu'avec une mémoire de 8 Go, ça aurait été pas mal, à mon avis, de pouvoir mettre au moins 2 Go pour l'installation des programmes, peut-être même 4, ça serait pas mal, et d'utiliser tout simplement la carte SD pour les fichiers utilisateurs, plutôt que de fragmenter ça en 1 Go pour les programmes, et 5 Go pour les données utilisateurs ou l'emplacement où on déplace les programmes quand on n'a pas de carte SD, quoi, tout simplement. Donc sincèrement, bon, c'est pas un gros problème. Personnellement, ça m'a jamais dérangé. À partir de 1 Go de mémoire pour installer les programmes, moi ça m'a jamais dérangé. Mais bon, c'est un petit défaut à signaler malgré tout. Donc ce que je disais, c'est par rapport au 6592M qui avait fait un fiasco total dans le téléphone THL que j'avais testé une autre fois. Eh bien, sincèrement, il était vraiment nul dans le THL. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont foutu à propos du firmware, mais ils ont complètement bousillé les performances. Là, dans ce téléphone-là, c'est fluide, en jeu, c'est génial, quoi. C'est vraiment très très bon. Donc vraiment, même des gros jeux fonctionnent parfaitement bien, quoi. Donc il y a vraiment rien à dire, quoi. Alors un truc drôle que je vous ai pas montré, et parce que j'avais pas vu ça quand j'avais ouvert l'arrière du téléphone, c'est qu'en fait, ce sont pas des emplacements mini SIM, c'est-à-dire des emplacements SIM normales, mais ce sont 2 emplacements micro SIM. Il n'y a pas de place pour une SIM normale, donc vous êtes obligé de découper votre carte SIM, mais bon, c'est pas grave. Surtout que maintenant, tous les téléphones neufs utilisent des cartes SIM de ce type-là, donc bon... Et Free Mobile marche parfaitement, hein, bien entendu, il n'y a pas de problème avec ça, hein, c'était vraiment un problème de néonado, quoi. Alors un truc aussi que je tiens à dire le temps que c'est en train de télécharger la mise à jour du jeu, eh bien c'est que ce téléphone ne chauffe pas beaucoup, et d'ailleurs il chauffe à un endroit qui est assez amusant, c'est parce que habituellement la carte mère est à cet endroit-là et la batterie se trouve là, mais comme vous savez c'est une batterie longue sur ce téléphone, donc du coup ça chauffe, enfin la batterie est là il me semble, donc du coup au lieu de chauffer vers cet endroit-là, ça chauffe vers cet endroit-là, ce qui est assez amusant parce que le processeur doit se situer là en fait, et donc qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Oui, il chauffe pas beaucoup vu que c'est la version M, donc une version underclockée en fait du 6592. Le 6592 chauffe pas non plus de manière trop violente quoi habituellement, et franchement la version M elle chauffe pratiquement pas quoi, ça reste à peine tiède à cet endroit-là. Il me semble que c'est ici, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais c'est là, on commence à le sentir un petit peu chauffé parce que il travaille sur le temps de chargement, donc ça reste vraiment d'une tiédeur vraiment très très faible, et en plus de ça, quand vous jouez, vous avez les mains sur les côtés comme ça, et donc du coup quand ça chauffe le plus, ça chauffe à l'endroit où bah voilà, où vous avez pas les doigts logiquement. Bordel de tutoriel de merde qui m'a fait perdre je sais pas combien de temps dans les menus. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire sinon? Oui, alors vous allez voir ce que ça donne, hein. Tout simplement on a l'habitude maintenant de commencer à tester à chaque fois tous ces téléphones avec ce jeu-là, et à chaque fois à cet endroit-là, bah la fluidité est toujours dégueulasse, mais là comme vous voyez c'est pas mal, parce que c'est un processeur qui à la fois a vraiment un très très bon GPU, et en plus de ça la résolution QHD, bah bien entendu a tendance à rajouter un peu de fluidité. Real Racing 3 c'est quand même l'un des jeux les moins fluides que j'ai jamais vu sous Android. C'est sincèrement un jeu qui manque qui manque sincèrement beaucoup d'optimisation quoi, tout simplement, hein. Je sais pas comment vous expliquer ça d'autre, mais sinon bon là on voit un peu la précision du gyroscope qui est vraiment très précise. Si vous avez déjà eu un Acer Liquid Z5 entre les mains, vous savez ce que c'est qu'un accéléromètre plutôt, gyroscope, j'ai fait une contraction des deux, qui est vraiment mauvais. Et bien là franchement c'est vraiment un bon quoi, qui réagit vraiment à pas grand chose quoi, et sincèrement bon là je faisais zigzag exprès pour rien. Bon, le freinage est automatique parce que je suis encore dans les tutoriels du début du jeu, mais comme vous le voyez, vraiment la fluidité est bonne quoi. Pour les jeux, tiens, j'ai oublié de désactiver cette notification. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, pour les jeux, c'est vraiment un téléphone qui le fait quoi. Enfin bon, bref, il fonctionne vraiment très bien pour ça. D'ailleurs, pour ajouter au niveau du confort d'utilisation de ce téléphone, ainsi que pour les capacités en jeu et ce genre de trucs, sincèrement, ce téléphone, il a un truc qui est génial, c'est que la ROM consomme très peu de RAM. Vraiment très peu de RAM. C'est-à-dire qu'en fait, le système d'exploitation laisse plus de 700 MO de RAM pour les programmes utilisés, ce qui pour un téléphone sur Android 4.4 avec un octo-cœur et avec de bonnes capacités graphiques est assez rare, parce qu'habituellement il faut allouer beaucoup de RAM pour le GPU, ce genre de truc. Là ce n'est pas le cas, et franchement ça fonctionne super quoi.
Alors le haut-parleur est vraiment plutôt correct, hein, le haut-parleur arrière, hein, je parle. Il est vrai, faudrait peut-être que je verrouille l'écran avant de foutre mes doigts dessus. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, le haut-parleur est vraiment très très correct. Alors il est suffisant, hein, tout simplement. Il sature pas quand il est à fort volume et ce genre de choses. Malgré tout, bon, c'est encore un de ces haut-parleurs qui sont pas faits pour faire home cinéma. Faut pas exagérer. Hein. Il y a que le HTC One qui a vraiment, à ma connaissance, de vraiment très très bons haut-parleurs dans un téléphone, quoi. Sinon, ça reste tout à fait honnête, mais c'est pas Byzance non plus, quoi. Alors la qualité d'appel par contre est vraiment excellente, contrairement au Ligoulid One qui avait un haut-parleur vraiment pourri et un micro convenable. Ben là franchement les deux sont excellents et surtout un truc qui est génial, c'est que en mode haut-parleur, c'est-à-dire quand c'est en appel, vous cliquez sur mode haut-parleur pour pouvoir parler à son téléphone au loin comme ça. Habituellement la plupart des téléphones on n'entend rien au niveau du micro, on entend bien ce que dit la personne, mais la personne qui nous écoute à l'autre bout, elle a du mal à comprendre, etc. parce que elle sent bien que le micro c'est bien éloigné. Et ben là, non. Je sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, ou si c'est parce que le micro est bonne qualité, tout simplement, par rapport aux autres que j'ai pu tester avant. Mais là, ça fonctionne très très bien en mode haut-parleur. Alors un truc par contre que j'ai trouvé assez amusant, c'est les boutons. Vous savez, les boutons volume et power, vu que ça doit, oui, c'est de ce côté-là qui est la carte mère, ils sont de ce côté-là au lieu d'être de ce côté-là. Ce qui est assez bizarre parce que ça fait l'inverse de tous les téléphones que j'ai pu utiliser avant. On s'y fait vite, mais bon, c'est un petit détail assez amusant. Et sinon, pour le seul point faible que j'ai pu vraiment trouver sur ce téléphone-là, c'est que le GPS est plutôt bon. Il est plutôt bon. Mais il est malgré tout en dessous de pas mal de GPS que j'ai pu utiliser avant dans les téléphones précédents que j'ai pu vous montrer, en dehors du Néon N1 qui était la catastrophe absolue en tant que GPS. Celui-là, le GPS est suffisant, mais il est moins bon que tous les autres téléphones que j'ai pu vous montrer qui sont à des prix similaires, sauf le Néon N1, comme je le disais encore une fois, était une vraie catastrophe, mais c'était vraiment l'exception, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous ajouter sur cette vidéo, mais en tout cas, franchement, un téléphone qui m'a épaté, sincèrement, il m'a vraiment épaté. En dessous de 100 €, je savais pas qu'il était possible de faire à la fois un octocœur, à la fois une bonne autonomie, à la fois un bon écran, à la fois un haut-parleur tout à fait honnête, un appareil photo qui est meilleur, pas de beaucoup, mais qui est meilleur que celui du Cubot X6 qui coûte quand même 40 € de plus, enfin un peu plus de 40 € de plus, donc c'est quand même assez incroyable ce qu'on peut avoir dans ce téléphone. Sincèrement, c'est vraiment un très bon téléphone. Ah oui, tiens, un petit détail que je vous ai pas dit. Les boutons en bas ne sont pas rétroéclairés. Donc du coup, bon, il faut les connaître par cœur, ce qui est assez facile à faire. Au bout d'un moment, on finit par savoir que milieu c'est home, de ce côté-là c'est menu et de l'autre côté c'est retour. On finit par l'intégrer totalement, on n'a plus besoin de voir les boutons. Mais pendant la première semaine d'utilisation, si vous savez pas comment sont les boutons, s'ils étaient pas dans le même ordre dans votre précédent téléphone, ce genre de truc, vous allez un petit peu vous amuser dans le noir à essayer de retrouver les boutons. Mais bon, ça rentre vite, c'est comme les boutons qui sont de l'autre côté. Mais sinon, franchement, encore une fois, je crois vraiment que c'est le meilleur téléphone que j'ai pu tester par rapport à son prix. Vraiment, il m'a, encore une fois, je le redis parce que c'est sincère et c'est juste vraiment... Enfin bon, voilà, je savais pas que c'était possible, encore une fois, mais c'est vraiment un téléphone génialissime. L'autonomie, personnellement, elle m'a épaté aussi en veille, elle est vraiment épatante. En utilisation classique, elle est seulement un tout petit peu en dessous du Oppo ZP1000 ainsi que du Cubot X6, vraiment juste un tout petit peu en dessous, c'est-à-dire qu'en fait, en jeu, c'est la même, mais en utilisation modérée, etc., eh bien, le Cubot X6 ou le ZP1000 a 1 heure de plus, donc bon, voilà, ok, mais on est malgré tout au-dessus des 4 heures en jeu et toujours au-dessus des 4 heures quoi qu'on fasse, quoi. Donc sincèrement, c'est vraiment assez bien, surtout, enfin je veux dire, voilà quoi, on est en dessous, presque 2 fois moins cher que des téléphones avec des capacités inférieures d'ailleurs, bien inférieures sur notre marché à nous, c'est-à-dire qu'on pourrait acheter en France, on est donc à 2 fois moins cher pour presque 2 fois mieux d'ailleurs. Ça c'est vraiment un téléphone que je ne regrette pas d'avoir testé et sincèrement, comme je le disais dans une précédente vidéo, ça ferait un excellent cadeau de Noël parce que vraiment, enfin le seul meilleur téléphone que j'ai pu tester jusque là, c'est le Cubot X6, mais le Cubot X6 encore une fois coûte 40-45 € de plus, donc bon c'est normal quoi. Mais par certains aspects, ce téléphone est un petit peu meilleur que le Cubot X6, c'est ça qui me fait dire qu'il est vraiment génial ce téléphone, parce que Android 4.4 au lieu d'Android 4.2 déjà,
là. Android pur stock, même pas de thème, même pas de thème, rien du tout. C'est vraiment assez incroyable. La caméra qui est un poil meilleure. La seule chose que le Cubot X6 fait vraiment mieux, c'est qu'il a un écran 720p de la même taille, donc 5 pouces avec toujours 720p. Donc voilà quoi, c'est vraiment très bon. Mais voilà, ce téléphone là, c'est si vous devez acheter un téléphone en dessous de 100 €, c'est sincèrement le meilleur que j'ai pu trouver. Allez, salut à tous et à la prochaine.